Bonjour Raquel Garrido. Bonjour. Pile poil, pile à l'heure, merci d'être là. Candidate d'hiver gauche. Je présente le nouveau Front Populaire. Le nouveau Front Populaire. Voilà. Vous dites nouveau Front Populaire aux élections législatives en Seine-Saint-Denis. C'est l'étiquette qui figure sur le CERFA de ma candidature. Et d'ailleurs, je suis la seule à avoir mis cette étiquette dans ma circonscription. Sur votre déclaration de candidature. Et au demeurant, puisque vous voulez avoir tout le détail, il y a eu des actions en justice contre moi-même, Alexis Corbière, Daniel Simonet, Henrik Davy, pour que nous n'utilisions pas le logo. Et ces actions en justice, que ce soit devant les tribunaux judiciaires ou le tribunal administratif, ont échoué. Les demandes de la France Insoumise nous concernant ont été rejetées. Donc je propose qu'on mette tout ça sous le tapis. Okay. Maintenant, on continue la campagne. Ce qui est important, c'est que le nouveau Front Populaire arrive à gagner ces élections et à gouverner ce pays. Alors justement, on va commencer par là. Je salue également Carméus qui nous rejoint à l'instant. Bonjour Carl, rédacteur en chef du Figaro Magazine. Pour débuter cette interview, je voulais vous montrer deux choses. D'abord, le sondage. Le dernier sondage en date, publié par RTL ce matin, sondage Toluna Harris Interactive, qui explique que le Rassemblement national progresse encore à 34% et que d'après ce sondage, l'alliance RN-Ciotti pourrait avoir la majorité absolue, pas de certitude évidemment, mais pourrait avoir la majorité absolue. C'est la première chose que je voulais vous montrer. La deuxième, c'est la une de Libération ce matin. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Deux mots, très simples. Y croire. Y croire pour la gauche. Est-ce que, réellement, ce matin, au vu des sondages, de l'avance du RN dans les sondages, vous pouvez encore y croire? Bien sûr, plus que jamais. Je le constate vraiment dans ma campagne, et puis c'est ce qui me remonte aussi du terrain partout en France. Il y a progressivement, et puis là ça se noue sur les dernières 24 heures, 48 heures de la campagne, une prise de conscience aiguë de ce moment de bascule dans l'histoire de notre pays. Vous savez, moi, je le dis souvent, mais je ne suis pas née en France. Je suis arrivée en France à l'âge de 14 ans. Je suis devenue française à 25 ans. Voilà, à 35 ans, j'ai repris mes études. Je suis devenue avocate. À 48 ans, je deviens députée. Et pour des gens comme moi, la France, c'est un patriotisme républicain. C'est un idéal civique. C'est cette idée qu'on puisse, parce qu'on adhère à la devise nationale, à l'idée d'égalité, de liberté, de fraternité, on puisse faire partie de ce tout national. Et là, on sait, nous, les gens qui venons d'ailleurs, on le sait qu'il y a toujours eu dans l'histoire de France ceux qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec ça. Parce qu'on connaît notre histoire et on sait que l'histoire de France républicaine n'est pas linéaire. Il y a eu la Restauration, il y a eu le pétainisme, il y a eu même le bonapartisme césariste qui sont venus attaquer tout ça. Même la Révolution française a été une guerre civile. D'accord, on le sait. Mais que l'extrême droite, qui pendant 230 ans a voulu s'attaquer à cet idéal républicain, puisse arriver dans notre pays au pouvoir par les urnes, est quelque chose qui est profondément triste, bouleversant. Mais qui pourrait être voulu par une majorité de Français. C'est ça. Et c'est la raison pour laquelle il faut se battre, non pas contre une partie des Français, mais pour un idéal commun. Parce que pour une électrice, un électeur qui a pu aller, on va dire, considérer que le vote RN était une façon de sanctionner, de punir, de châtier même Macron. Bon, ok, je veux bien l'entendre. D'autant que les médias ont beaucoup dit que le programme social de RN et celui de la gauche étaient pareils, ce qui était faux puisqu'on le sait maintenant qu'en réalité ils sont pour la retraite à 65, 66 ans et plus. Maintenant que Macron a été châtié, maintenant que le macronisme est écroulé, messieurs, dames, on veut quoi comme nation? On veut quoi comme patrie? On veut quelque chose qui ait une définition ethnique. On va aller chercher dans les archives de chacun d'où viennent les ancêtres. Non, c'est pas possible ça. On peut pas fonctionner comme ça. Pas la France. Il y a peut-être des pays dans le monde qui s'orientent par rapport, qui se coagulent sur des notions ethniques, religieuses, mais pas la France. Nous, les Français, si on n'a pas la liberté, l'égalité, la fraternité, mais vous n'avez pas l'impression que pas. tout ce discours-là qu'on a pu entendre au cours d'autres élections, et je donnerai la parole à mes camarades dans un instant, qu'il est en train d'être balayé par une vague? Que la vague, elle était déjà aux européennes et qu'elle se confirme à peu près au même niveau, voire un peu plus, un peu au-dessus pour ces élections législatives. Bon, d'abord, je dirais pas que 30-35% c'est une vague. Je pense que voilà, c'est un gros morceau, mais c'est pas une vague. La vague, pour l'instant, on ne sait pas dans quel sens elle va. On ne le sait pas. Voilà, ni vous ni moi. Nous sommes maintenant chacun pris dans notre éthique citoyenne, chacun à notre place, pour savoir ce qu'on fait, ce qu'on va. En fait, vous savez, la politique, c'est pas des gouvernants
qui disent quoi faire aux gens. La politique, c'est des gens qui disent quoi faire à des gouvernants. Donc chacun d'entre nous, on est à égalité avec notre bulletin de vote. Si ce qu'on met dans l'urne dimanche, c'est vive la France patriotique, républicaine, où chacun d'entre nous peut être et incarner cet idéal français, même si on a des ancêtres venus d'ailleurs, même si on a telle ou telle couleur de peau ou telle confession, eh bien c'est cet idéal-là qui gagnera, comme il a gagné il y a 230 ans, comme il a gagné après la libération de la France après la Seconde Guerre mondiale. Karl Meeus, si je ne me trompe pas, c'est la première fois qu'un sondage donne une majorité absolue possible pour l'alliance RN-Ciotti. Oui. Oui, à mon sens aussi. Les autres ne sont pas aussi affirmatifs, sont peut-être soit plus prudents, soit estiment que les triangulaires ne produiront pas ça. Parce qu'au fond, c'est ça que ça démontre. Et c'est là où, en fait, on se rend compte que le nouveau Front populaire a deux problèmes. Un interne et un externe. Le problème interne, c'est Jean-Luc Mélenchon. Sur votre plateau hier soir, Jean-Pierre Raffarin a été excellent, a très bien déterminé. Mélenchon, c'est le parrain du nouveau Front populaire. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Raquel Garrido ne sera pas complètement d'accord, mais voilà, c'est lui qui distribue les circonscriptions. C'est lui qui, à la fin, il y a quelques personnalités chez LFI qui ne seront pas sur cette ligne-là, mais la centaine de députés élus ou 80 de LFI, ils seront derrière Jean-Luc Mélenchon. Et puis le problème externe, il est totalement montré par ce tableau. C'est qu'en cas de triangulaire, en réalité, le RN gagne contre le nouveau Front populaire. En ce moment, il y a des sondages, des études qui sont faites circonscription par circonscription. C'est très fin et c'est très intéressant. Parce que vous vous rendez compte, alors je peux vous en prendre deux, on a le droit de parler... Non, alors... c'est compliqué, non. Voilà. Parce que si vous commencez à citer un candidat dans une circonscription, etc... Vous êtes obligé de prendre les autres. Exactement. Je vous donne juste la tendance. Oui. C'est-à-dire que dans une circonscription, si vous avez une triangulaire, c'est le RN qui va gagner. Une circonscription voilà, où le RN est devant, France Insoumise, Front populaire deuxième et majorité troisième. Mais si c'est un second tour, la majorité contre le RN, là c'est 50-50. Et pareil, une autre circonscription où une ministre sortante est au coude à coude au premier tour avec le nouveau Front populaire face au RN, si elle arrive en troisième position, c'est le RN qui gagne. Si elle est en deuxième position et qu'elle peut se maintenir, là, c'est plus serré. Donc on voit bien le problème qu'a le Front populaire aujourd'hui à l'extérieur, c'est de dire, convaincre les électeurs qu'ils sont l'alternative. Ça rejoint exactement ce que l'on voyait hier, dans un autre sondage, on ne va pas faire tout sur les sondages, mais dans un autre sondage, qui expliquait précisément qu'aujourd'hui, s'il y avait un barrage, le barrage était visiblement plus solide contre le Front populaire plutôt que contre le Rassemblement national. Ouais, je refuse absolument d'utiliser le mot barrage contre le Front populaire, ça me semble lunaire. Ce qu'on sait, c'est que les électrices et électeurs RN du premier tour vont voter RN au second tour. Ils auront vraisemblablement des candidats au second tour. On sait que les candidats, que les électrices Front populaire du premier tour vont voter Front populaire au second tour et vraisemblablement, dans une majorité écrasante de circonscriptions, ils auront des candidats. Donc la question qui est posée, c'est le tiers absent, c'est le petit tiers absent. C'est son comportement. Donc aujourd'hui, la question elle est posée pour les personnes qui sont plutôt macronistes ou de la droite républicaine classique. C'est eux quelque part qui en fait détiennent entre les deux tours, parce que là pour l'instant, attention, on est encore au premier tour, mais au deuxième tour détiendront une clé. Mais beaucoup vous renvoient aujourd'hui dos à dos. Et donc, non mais pardon, ça c'est déjà un début de réponse à cette clé, c'est-à-dire ça veut dire qu'ils décident d'aller vers le RN. S'ils disent ça, ça veut dire qu'ils sont passés de l'autre côté et ils seront, on va dire, responsables avec le RN de ce qui se passe. Mais moi ce que je veux dire à toutes ces personnes-là, c'est que même si la campagne est courte, et c'est ainsi que l'a voulu le président de la République, à tort à mon avis, parce qu'une élection, surtout législative, c'est un moment de souveraineté. Normalement, on doit décider quelle politique on veut. Eh bien, il faut quand même regarder les programmes. Et le programme du Front populaire est un programme de relance de l'économie française à travers la consommation populaire. C'est pas rien. Le macronisme, en 7 ans, a vraiment appauvrit l'État en organisant des exonérations fiscales pour les milliardaires. Donc notre idée à nous, elle est simple en fait, elle est toute simple. Si vous augmentez les salaires, nous, les travailleurs, on va aller dépenser ça chez le commerçant du coin. Donc ça fait des bénéfices pour le commerce, ça fait des cotisations, ça fait des impôts. À côté de ça, vous dites aux milliardaires, bon, maintenant vous allez payer ce que le président Macron vous a laissé pas payer. Pour les travailleurs, on baisse aussi les impôts parallèlement, et ça va pour payer l'école publique, pour payer l'hôpital public, pour payer la police, pour payer les services publics. Bon, ça, pardon,
Ce programme-là, mais qui peut être contre ça? Qui peut être contre ce programme-là? C'est un programme de paix économique, de bien vivre de chacun, de paix sociale. Mais vous avez entendu 1000 voix, je vais donner la parole à Laurent, vous avez entendu 1000 voix pour expliquer que ce programme coûtait cher, à quel point il était incertain dans ses résultats, mais moi je etc. dis que le programme macroniste qui était d'exonérer en fait les grandes puissances économiques a coûté cher à la France. Laurent. Et on est en train de le voir. Et ça coûte cher pas seulement en matière économique avec l'appauvrissement général, ça coûte cher en termes de notre projet pays. Donc là, il est encore temps de le réparer. Voilà, on a le droit de vivre de notre travail. On a le droit d'espérer que quand on envoie les enfants à l'école publique, eh bien, ça leur permettra d'avoir des diplômes et voilà une insertion professionnelle. On a le droit de croire en tout ça. Laurent, ça, et ensuite on parle de la coalition. La vraie question, c'est qu'est-ce qui va se passer lundi? Dimanche soir, on va avoir une première estimation. On va savoir qui est qualifié pour le second tour. Mais le juge de paix, c'est ce qui se passe lundi. Moi, je ne crois pas du tout aux appels des responsables politiques à voter pour tel ou tel. Je pense que les responsables politiques sont absolument plus prescripteurs, pas plus d'ailleurs que les people. Je vous rappelle qu'il y a 15 jours, Kylian Mbappé a appelé à voter contre les extrêmes et ça n'a absolument rien changé. Pourtant, il a des millions et des millions de followers. Donc, je ne crois pas à ce type de prescription. Par contre, je crois à l'attitude responsable et républicaine des candidats. Lundi, lorsqu'il s'agira de savoir, non pas d'appeler à voter pour tel ou tel, mais de savoir qui se maintient et qui se désiste. Or, l'histoire nous a montré, et on peut le déplorer selon le camp politique auquel on appartient, l'histoire a montré que des électeurs de gauche sont capables d'aller voter pour des candidats de droite ou du centre pour faire barrage au Rassemblement national. La question qui se pose, c'est est-ce que, face à l'arrivée massive du Rassemblement national à l'Assemblée nationale, est-ce que des électeurs de droite ou des électeurs du centre sont capables, au deuxième tour, d'aller voter pour des candidats de gauche? Et là, je rejoins Karl Meus. L'image qu'a donnée Jean-Luc Mélenchon à ce camp de gauche semble dire à ses futurs électeurs de droite, surtout pas eux. Voilà. Et c'est ça la difficulté. C'est exactement ça. Et si je puis poser une question à Raquel Garrido, au fond, est-ce que vous ne portez pas une énorme responsabilité dans le fait que ces électeurs-là ne veulent plus aller chez vous? Parce que, au fond, pendant 2 ans, à l'Assemblée, le comportement des députés de la France Insoumise, notamment, hystérisant un peu le débat, vous m'excuserez l'expression, la stratégie de Jean-Luc Mélenchon de se saisir de ce qui se passe à Gaza, de l'importer en France, a provoqué un certain nombre de réactions au sein de certaines communautés. Et donc, vous avez empêché, par votre comportement, peut-être, vous allez répondre, ces électeurs de venir vers vous au second tour. Et Raquel Garrido vous répond. Bon, vous savez que personnellement, en tant que députée, j'ai mené des débats au sein de la gauche, au sein de la France Insoumise, sur un tas de sujets, dont ceux que vous mentionnez. C'est aussi ce qui ça me coûtera peut-être mon siège. J'ai pris le risque parce que c'était comme non, mais là, ça je parle des combats généraux, oui, pardon. Oui, mais c'est précisément sur cela que je m'étais positionnée. Bon. Mais aujourd'hui, Karl Meus, nous sommes ensemble avec le nouveau Front Populaire, des personnes à la direction des 4 partis, et moi aussi, de mon côté, on a travaillé à converger sur le programme et à converger sur la répartition des circonscriptions. Donc, ce programme-là du nouveau Front Populaire, il n'est pas artificiel, il est réel, c'est un vrai accord, non, y compris sur les questions, y compris sur les sujets que vous mentionnez, y compris sur Israël, Palestine, y compris sur bien sûr que si, c'est convergent, y compris sur la question de la lutte contre l'antisémitisme et tous les racismes, y compris sur la question de l'Ukraine. Donc moi, je veux bien que des personnes aujourd'hui se donnent bonne conscience, ceux-là même que vous mentionnez actuellement et qui rechignent à rentrer, vraiment à mettre au second tour un bulletin Front Populaire. Je veux bien qu'ils se donnent bonne conscience en sortant toutes les archives de il y a 2 ans, il y a eu ceci ou cela. Comment dire, je dis pas de mettre sous le tapis leurs désaccords et leurs principes. D'ailleurs, je ne le fais pas moi-même. Vous dites oublier nos comportements. Non, pas du tout. On passe l'éponge. Non, je dis chaque chose en son temps. Que ces bagarres-là pour la paix, ces bagarres-là contre le racisme, l'antisémitisme, vous allez les mener avec Bardella au pouvoir? Donc soyons conséquents avec nos propres principes. Si ces sujets-là vous ont chagriné, eh bien, il faut absolument empêcher que l'extrême droite soit au pouvoir. Et là, vous pourrez compter sur des députés Front Populaire qui viennent du Parti Socialiste, du Parti Communiste, des écologistes, des Insoumis, comme moi-même, pour justement s'assurer que la gauche, qui, j'espère, gouvernera
gouvernera ensemble. Alors, et d'ailleurs, Garrido. je constate qu'il y a un surjeu autour. Enfin, vous me sortez du Mélenchon du matin, midi et soir. Mais pardon, un gouvernement, c'est un gouvernement. Et donc, à partir de là, il y aura forcément, c'est Manon Aubry qui le disait très bien l'autre jour, dans ce gouvernement, il y aura des socialistes, des insoumis, des écologistes, juste une précision, de la société juste civile. Une précision, ce n'est pas nous qui sortons Jean-Luc Mélenchon, c'est lui qui sort 6 fois, 6 interventions médiatiques, interviews depuis la dissolution. 6 fois, c'est pas nous qui l'inventons, honnêtement. Voilà. Donc après que vous soyez embêtés et que ce soit compliqué à gérer, j'ai l'impression que on ça a compté, arrange aussi certaines personnes en face. On a compté ce matin. Je voudrais qu'on parle de la droite. Je voudrais qu'on parle de la droite, Raquel Garrido, parce que pendant ce temps-là, du côté des Républicains, ça tire à boulet rouge. On va en parler avec les éclaireurs et avec Benjamin Dubois. Bonjour Benjamin. Bonjour Maxime. On a presque oublié, mais LR continue de se déchirer. Exactement. Et dernier acte, les frondeurs du parti ont saisi une nouvelle fois la justice en référé afin d'en exclure le président Éric Ciotti. Il ne digère pas son alliance avec l'ERN pour ces législatives. Le rendu du référé doit avoir lieu à 18h et les avocats d'Éric Ciotti envisagent ensuite de prendre la parole. Les cadres du parti demandent en fait à un juge civil la nomination d'un administrateur ad hoc qui puisse convoquer ensuite un bureau politique dans le but d'exclure le président, contester le parti effectivement qui subit de violentes secousses en interne avec des règlements de compte, beaucoup chez les LR qui tirent à boulet rouge sur Éric Ciotti. Exemple avec Gérard Larcher, le président du Sénat, il dit à nos confrères du Parisien ne pas lui avoir reparlé depuis son accord avec le RN. J'ai une aversion à la tromperie. La veille de sa décision, dans mon bureau, Éric Ciotti nous disait le contraire de ce qu'il a fait. Et puis cette désunion est aussi marquée par le vrai faux départ d'Aurélien Pradié qui crée des turbulences. Finalement, l'ancien numéro 2 DLR fait savoir aux Parisiens qu'il ne quitte pas formellement sa formation politique, alors qu'hier, le journal La Dépêche annonçait que le député sortant du Lot quittait le parti. LR est mort, disait Aurélien Pradié. Il est temps que je reprenne ma liberté, car le parti auquel j'appartenais n'est plus capable de parler aux Français, déclarait-il donc hier à nos confrères de La Dépêche. Merci Benjamin. Karl Meus, est-ce que LR est en danger de mort? Est-ce que ce qui se joue dimanche pour les LR, c'est ça? Oui, tout à fait. Il y a 2 partis qui sont en danger de mort. Les LR, évidemment, on le voit, parce qu'il faut voir ce qui va se passer au soir du 7 juillet. Que vont faire les LR? Parce que dans certaines études, qui ne donnent pas la majorité absolue à RN plus LR Ciotti, on voit que l'appoint peut être fait par une partie des LR. Qu'est-ce qu'ils décideront? Si le RN Ciotti est assez haut, à quelques voix de la majorité absolue, que feront les députés LR? Que feront une partie des députés LR? On sait qu'il y a des tendances chez certains qui ne se sont pas révélées avant la campagne, pour peut-être d'obscures raisons, mais qui, une fois l'élection passée, seront peut-être plus clairs. Dans l'autre sens, on sait aussi qu'il y a des LR qui étaient proches de la Macronie et qui, eux, donc, ce parti va exploser. Je dis, il y en a un autre, clairement, Renaissance va exploser. La question à poser aux députés, alors ils ne répondent pas forcément, c'est mais vous allez adhérer à quel groupe le 7 juillet si vous êtes réélu? La réponse n'est pas forcément évidente pour tout le monde. Même pour des ministres qui sont Renaissance. Si vous voulez, vous êtes Renaissance, vous revenez à l'Assemblée nationale, vous avez été réélu, pas forcément grâce à Emmanuel Macron, vous ne l'avez pas mis sur vos affiches, vous vous dites je le dois qu'à moi-même, maintenant j'ai repris ma liberté. C'est un mot qu'on entend beaucoup chez LR et chez Renaissance. C'est généralement pas très bon signe. On feint de dire c'est bien, les gens sont libres, c'est très bien. Sauf que liberté, ça veut dire je ne vais plus obéir au chef auquel j'obéissais avant. Et donc on voit là, ces 2 partis sont mûrs pour l'explosion. Karl Meus est un grand spécialiste de la droite, mais en l'occurrence, il sait très bien que les Républicains ne sont pas morts. Majorité au Sénat. Majorité dans les collectivités locales, les collectivités territoriales, des régions, des mairies, des conseils départementaux. Donc c'est un parti qui existe, c'est un parti qui n'a plus de chef. Normalement, les partis politiques ont été conçus comme des écuries présidentielles. Si vous avez un leader, votre parti, il est fort et il a vocation à vous emmener à l'Élysée. Il n'y a plus de leader dans ce parti, il n'y a plus de chef. Et quand il n'y a plus de chef, il n'y a plus de programme. C'est les dissensions dans les troupes. Et là, ça part dans tous les sens, entre Ciotti qui va au RN, Pradié qui crée son petit parti dans son coin. On avait déjà vu ça au moment de choisir le candidat à l'élection présidentielle. Vous vous souvenez des déchirements? Puis, pour prendre la tête du parti, déchirements. Et je ne remonte même pas à la COCOE, à 2012, à Copé, à Fillon, etc. C'est ontologique à ce parti depuis qu'il n'y a plus de leader. À droite, on a besoin d'un chef ou d'une chef. Si vous n'avez pas de chef, c'est très compliqué. Mais
fonctionnellement, les Républicains, ça existe encore. La majorité au Sénat, c'est même pour ça que Jordan Bardella, par exemple, ne pourra pas faire de référendum et modifier la Constitution. Et puis, encore une fois, des élus locaux. Donc attention avant d'enterrer les partis politiques. Je réponds à Laurent Mann, qui connaît très bien la droite lui aussi, peut-être même mieux que moi. Il sait que localement, il y a des changements d'étiquette. C'est vrai. C'est la période des soldes aujourd'hui. Mais chez les LR, ça a commencé depuis longtemps. Vous savez, les LR qui deviennent discrètement Horizon. Parce que chez Horizon, il y a un chef. Il y a Édouard Philippe. Des LR qui deviennent divers droite et qui s'apprêtent à rejoindre le RN. C'est pour ça qu'il est en danger de mort. Juste une chose, Raquel Garrido, encore une question. Hier, François Hollande, sur notre antenne, explique qu'en cas de blocage, il faudra ne pas laisser le pays aller à volo, il faudra quand même prendre des décisions, etc. Et que dans ces cas-là, il faudra bien trouver une coalition et qu'il serait disponible. Vous seriez disponible, vous aussi ? Moi, si j'étais disponible, moi, je suis toujours prête pour servir, comme on dit chez les scouts. D'abord, je voudrais dire à propos de François Hollande que il faut qu'il fasse un petit peu attention parce que moi, dans les échanges que j'ai avec les habitants, on me dit, on a essayé la gauche à l'époque de Hollande, on a essayé la droite avec Macron, et là, on veut bien réessayer le Front Populaire, mais vous êtes avec Hollande. Donc, attention, parce que ça peut... Pour vous, c'est un repoussoir. C'est pour moi. Toute l'histoire, en fait, de la construction de notre mouvement politique avec Jean-Luc Mélenchon, le parti de gauche, le Front de gauche, était une réponse au social-libéralisme. Et donc, ce qui est vraiment pour nous très important, c'est que le programme de convergence du Front populaire soit justement pas celui de François Hollande, mais plutôt celui de l'Avenir en commun, la NUPES, etc. Ça, c'est très important. Et pour le reste, je pense que nous, on doit jouer la carte de la collégialité. On est tout le contraire de la droite césariste, nous. Nous, c'est pas un chef, une chef et rien qui dépasse. Nous, c'est l'idée de dire, nous avons une idée démocratique pour le pays. La démocratie, ce sont les électeurs, ce sont les syndicats, les associations. Voilà, la liberté de pouvoir, entre les élections, être le souverain. Et du coup, le fait qu'on soit, en quelque sorte, par force ou par bonheur, être ensemble, est une garantie démocratique. Il faut faire valoir cette carte-là parce que celle-ci, elle est enthousiasmante, je crois. Merci Raquel Garrido d'avoir été avec nous ce matin.